Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on va attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde puisse venir. Je vous laisse donc une petite veille. Ok, bon, on va y aller. Je suis pas très patient ce soir. J'attendrai pas que tout le monde arrive de toute façon, il y aura un replay qui sera disponible. Eh bien, écoutez, je suis super content de vous retrouver ce soir pour une fois de plus m'écouter seul. J'espère que j'arriverai à vous délivrer un maximum de valeur. Comme d'habitude, j'espère que je fais le travail et que vous serez satisfait de ce que vous pourrez retirer finalement de mes propos. Alors, un petit mot de présentation. Donc, moi, je m'appelle Valentin Donti-Bernard. J'ai fait un Master 2 en droit des affaires DGCE avant de rejoindre HEC et Polytechnique dans la majeure entrepreneur et avant de créer la société Anomia avec mon associé Jérôme Uturi. Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui croit beaucoup au transfert de compétences pour qu'un cabinet puisse se développer. Donc, on passe notamment par de la formation business dédiée aux avocats, une formation dédiée aux collaborateurs, une formation dédiée aux associés. Fini la pub, fini pour vous expliquer qui je suis, mais je pense que c'est important parce que vous l'aurez remarqué, je ne suis pas avocat. Donc, je ne suis pas avocat. Donc, si ce soir, vous espérez entendre un témoignage d'avocat associé de cabinet d'affaires ou de cabinet tout court d'ailleurs, qui va pouvoir vous expliquer, grâce à son expérience et grâce à ce qu'il a vu et par son prisme, comment on fait pour devenir associé ou en tout cas, comment on prépare bien son association lorsque l'on est collaborateur. C'est pas ça que vous verrez ce soir. Ce que vous verrez ce soir, c'est grâce à l'expérience qu'on a acquise, donc aux différents échanges qu'on a pu avoir avec les avocats associés de cabinet d'affaires, grâce au podcast que vous avez peut-être entendu, mais surtout grâce aux discussions en amont du podcast et en aval, c'est-à-dire les discussions qui ne sont pas enregistrées, où on parle beaucoup plus à bâton rompu. Je vais pouvoir vous donner un premier élan de prisme, justement pour bien préparer son association lorsqu'on est collaborateur. Le deuxième prisme qu'on a, c'est qu'on intervient en tant que mandataire, plutôt en tant que prestataire pour des cabinets d'avocats, pour revoir un certain nombre de choses au sein de leur cabinet, que ce soit leur stratégie, leur modalité d'acquisition client, leur système de rémunération, mais aussi leur parcours d'association. Donc, c'est en doublant cette casquette, finalement, on a discuté avec des avocats associés de différents cabinets d'avocats qui ont pu nous donner leur retour personnel par rapport au chemin que eux ont dû accomplir pour devenir associés, par rapport justement à eux, en fonction de leur position d'associés, comment ils regardent leurs collaborateurs et qu'est-ce qu'ils attendent d'eux avant de les proposer à l'association. Et de l'autre côté, finalement, ce que nous, on va mettre en place au sein des cabinets d'avocats comme critères objectifs et comme critères beaucoup plus subjectifs pour pouvoir proposer l'association à un collaborateur. Donc, si c'est ce que vous recherchez, welcome, vous êtes au bon endroit et vous ne déconnectez pas. Si vous espérez plutôt un témoignage d'un associé ou en tout cas un retour d'expérience d'un associé, on pourra l'organiser a posteriori. Ce n'est pas un problème, mais ça ne sera pas le cas ce soir. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. C'est quelque chose qu'on pourra éventuellement mettre en place avec peut-être un panel d'un avocat d'affaires en cabinet français, un panel d'un cabinet d'avocats sur une pratique de niche, un cabinet américain, un cabinet anglais, et je sais pas, on trouvera autre chose, un MID peut-être, pour qu'ils puissent derrière vous donner leur parcours d'association.
Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est que moi, je fonctionne toujours en 5 étapes parce que je ne sais pas compter plus loin que 5 et au-delà de ça, je n'arrive pas à retenir les différents points que je dois traiter. Et c'est un moyen mémotechnique qui me permet aussi de faire une présentation que j'espère en tout cas assez structurée. Donc, on va commencer par traiter une partie que j'ai appelée la technique avant tout, puisque finalement, c'est un retour qu'on a très souvent des avocats collaborateurs ou des associés qui nous expliquent qu'avant toute chose, avant de pouvoir parler de développement clientèle, de savoir comment se comporter avec un client et d'évoluer au sein d'une structure, il faut apprendre son métier. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas pour ça que ça doit être pris de façon exclusive et que finalement on doit faire que ça avant de pouvoir avancer. La deuxième chose qu'on va traiter, c'est la création et l'intégration de réseau lorsqu'on est collaborateur. Nécessairement, quand vous êtes collaborateur assez junior, quand vous êtes plus senior, ça se discute, mais en tout cas, quand vous êtes collaborateur assez junior, on a la nécessité de pouvoir préparer une future association et on n'a pas encore les capacités ou en tout cas la confiance en soi et les mains libres pour aller traiter sur de la clientèle que peut traiter notre cabinet d'avocats. Alors bien sûr, vous me direz que tout dépend de la structure dans laquelle on exerce, c'est vrai pour les cabinets d'affaires, c'est vrai pour certaines activités, mais pas pour d'autres. Je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, en règle générale, c'est ce que nous, on a pu constater au sein de l'activité. Et donc, on va voir qu'il existe quand même des possibilités pour les collaborateurs de s'implanter à certains niveaux pour réussir finalement le travail de nurturing, donc d'apport de valeur à des gens qui ne sont pas encore clients chez vous, et derrière le travail de positionnement qui va intervenir. Ça tombe bien parce que ma troisième phase, c'est un positionnement progressif, c'est-à-dire qu'on ne va pas se positionner comme étant un acteur prépondérant pouvant répondre à l'intégralité des besoins de la clientèle touchée par le cabinet d'avocats dès la première minute ou dès le premier pas qu'on va mettre au sein du cabinet d'avocats. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'on m'a parlé récemment de syndrome de Mike Ross, où finalement les jeunes avocats pensaient qu'en posant le premier pied dans le cabinet d'avocats, ils avaient la capacité de traiter l'ensemble des dossiers et de générer de la clientèle pour le cabinet. Je referme la parenthèse, ça m'a fait assez sourire. Je trouvais ça assez drôle. Donc on verra que le positionnement progressif, il doit intervenir en fait tout au long de votre vie d'avocat et de votre vie de collaborateur au sein de la même structure ou au sein de différentes structures d'ailleurs. Votre rôle va changer et doit absolument changer. On n'attend pas la même chose d'un collaborateur junior que d'un collaborateur mid, que d'un collaborateur senior, que d'un counsel et que derrière d'un associé. Les rôles sont vraiment différents et sont aussi différents en fonction de la typologie de cabinet d'avocats dans lesquels vous allez pouvoir travailler. Les cabinets américains, les cabinets anglais, les cabinets français, si on doit prendre ces trois grands secteurs, fonctionnent de façon différente par rapport à l'association. On n'attend pas les mêmes choses. Déjà, quand on est associé d'un cabinet américain, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, et je ne fais pas de généralité, mais en tout cas pour une grande partie d'entre eux, on n'est pas uniquement associé au sein du bureau dans lequel on travaille. Ça, c'est vraiment la première chose et c'est vraiment la première chose à comprendre. Quand on est associé chez Darrois Villemaillot, on est associé chez Darrois Villemaillot à Paris. Après, c'est le seul cabinet qu'ils ont, mais si on prend GID, on a 14 cabinets qui sont situés dans le monde. Lorsqu'on devient associé non-equity du cabinet GID à Paris, on est associé du bureau à Paris. On n'est pas incentivé sur les résultats globaux du cabinet d'avocats au niveau mondial. Donc ça, c'est vraiment une première élément de distinction. Bref, je m'égare. Donc, positionnement progressif. Ensuite, on va travailler sur une partie qui me tient vraiment à cœur et qui, pour moi, est fondamentale. Je la mets à la fin parce que je passerai du temps dessus. C'est vraiment sur le développement de la clientèle personnelle et la possibilité d'apporter sa clientèle au cabinet d'avocats avant son association pour justement montrer qu'on a les capacités à aller chercher du chiffre et à générer de la clientèle. Et enfin, on aura une dernière phase qui sera une phase beaucoup plus managériale. C'est finalement quand on a atteint un certain stade au sein du cabinet d'avocats et qu'on a gravi quelques échelons en termes d'ancienneté, toujours en tant que collaborateur. Derrière, il va falloir apprendre à manager. Parce qu'un avocat et un mauvais avocat, c'est quelqu'un qui traite seul l'ensemble des dossiers qui lui sont confiés. L'objectif, c'est que vous montiez en termes d'échelon au sein de la structure, mais aussi en termes de compétences. On n'attend pas la même chose d'un collaborateur senior que d'un collaborateur junior, tant en termes de technique qu'en termes de chiffre d'affaires possiblement apporté au cabinet d'avocats, qu'en termes de gestion client et également en termes de tâches qu'il va accomplir au quotidien. Un collaborateur senior, si c'est un bon collaborateur senior et qu'il a été formé pour ça, doit avoir la faculté de disséminer le travail à plus faible valeur ajoutée ou le travail de recherche à différents stagiaires et juniors
pour que lui puisse conserver une part importante du travail, mais une part à valeur ajoutée qui revêt finalement sa capacité et sa compétence et son ancienneté au sein de la structure. C'est-à-dire qu'en fonction de votre grade et en fonction de votre ancienneté, vous devez avoir ces capacités-là. Et ce n'est pas inné, c'est-à-dire que c'est des choses qui s'apprennent. Le management, je pense que c'est quelque chose qui est assez décrié au sein des cabinets d'avocats. À mon avis, a raison. Tout dépend des cabinets, mais en tout cas, au vu de ce qu'on a pu voir et de ce que vous devez voir au quotidien, il y a des scènes et des situations qui ne sont pas normales. Mais l'objectif, c'est d'en être conscient pour pouvoir travailler dessus, parce que le premier pas avant de se former, c'est déjà de comprendre qu'il y a un besoin et de comprendre les enjeux avant de pouvoir avancer. Je ne sais pas si vous l'aurez compris, en tout cas j'espère que c'est le cas, sinon ça veut dire que ma segmentation n'est pas bonne, mais les trois conditions et les trois critères objectifs qu'on va regarder pour passer quelqu'un associé ou pas, c'est un, sa capacité à générer du chiffre d'affaires pour la structure. Un cabinet d'avocats, c'est une entité capitalistique qui a pour objectif de grandir. La répartition des bénéfices se fait selon les systèmes de rémunération, quoi qu'il arrive, entre les associés. Et le business model des cabinets d'avocats repose sur les collaborateurs seniors, mid, juniors et les stagiaires. C'est sur eux qu'on va faire de la marge. Mais c'est normal, enfin, il n'y a rien de choquant. Dans les cabinets de conseil, c'est la même chose. Un cabinet d'avocat est un cabinet de conseil, et donc ça fonctionne de la même façon. Que d'ailleurs, il fasse du conseil ou du contentieux, peu importe. C'est la marge s'opère sur les collaborateurs et sur les stagiaires. Ok, très clair. Donc là, on va vous demander, pour passer associé, de pouvoir, vous, être générateur de chiffre d'affaires. Donc nécessairement, il va falloir qu'on évalue votre capacité à pouvoir le faire. Dans certains cabinets d'avocats, vous avez des chiffres qui sont, alors je ne sais pas s'ils sont communiqués de façon transparente. Moi, je ne vous donnerai pas de nom de cabinet d'avocats ce soir avec des chiffres, mais dans certains cabinets d'avocats, on a des chiffres planchers qui sont affichés. Je ne sais pas s'ils sont connus de tous. En tout cas, les associés le savent. Euh, on a des cabinets français pour lesquels il est nécessaire de pouvoir biller 1,2 million avant de pouvoir prétendre à l'association pour être partenaire non equity, 1,5 million pour être partner equity. On a d'autres cabinets français qui sont assez similaires, mais beaucoup plus restreints en nombre et en nombre de cabinets, où il est nécessaire de pouvoir biller 3 millions d'euros pour pouvoir prétendre à l'association. Il y a des cabinets dans lesquels ce n'est pas un sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas de critères objectifs de chiffre d'affaires, mais quoi qu'il arrive, ça reste une donnée importante. On va vous donner une part du gâteau des associés. Si derrière, vous n'êtes pas capable de pouvoir apporter du chiffre ou que vous ne montrez pas une appétence justement pour ce développement de clientèle, derrière, vous ne serez jamais nommé associé. Alors, je mets à part certains cabinets d'avocats, des cabinets comme CMS, comme FIDAL, qui fonctionnent de façon différente. C'est-à-dire que le critère principal qui va être regardé, ou en tout cas un des critères qui va être regardé dans ces deux typologies de cabinets d'avocats, il y en a d'autres, hein, je donne juste de noms connus, ça va être vraiment la capacité technique que va avoir un associé. Dans ces cabinets, on a des associés qui sont des associés extrêmement techniques et on a d'autres associés qui sont beaucoup plus des associés commerciaux qui sont techniques, mais qui ne sont pas des machines de guerre, qui ont juste la capacité finalement de comprendre ce qui va être fait et derrière d'avoir la capacité de le traiter. Mais en tout cas, ce n'est pas des purs techniciens. Mais en règle générale, on demande à un avocat d'avoir cette double compétence de technicien plus apporteur d'affaires pour le cabinet. En fonction de la personnalité, en fonction des appétences de chacun, en fonction de son cursus, on va avoir des avocats qui vont plus être rainmaker, apparemment on les appelle comme ça, je déteste cette terminologie, et des avocats qui vont beaucoup plus être sur la technique avec un développement qui va être moins important. Le principal, c'est de pouvoir trouver un équilibre et de savoir ce qu'on attend de vous dans votre cabinet d'avocat actuellement. Donc ça, c'est pour le premier critère, c'est la capacité à générer du chiffre d'affaires pour le cabinet. Ou pour soi-même d'ailleurs, la clientèle personnelle a un impact aussi par rapport à l'association. Si vous êtes capable de justifier 200 000 euros de chiffre d'affaires et que vous bossez chez Gide avec une bande passante extrêmement faible, ça montre que vous avez une grosse capacité à développer votre clientèle derrière. Le deuxième critère, c'est la capacité à manager. Vous êtes dans une structure où il y a plusieurs associés, vous avez en dessous de vous des collaborateurs, vous avez en dessous de vous des collaborateurs plus juniors que vous avez en dessous de vous des stagiaires. Il est nécessaire que vous puissiez traiter tout ce petit monde, le traiter avec respect, bien le traiter et finalement tirer la substantifique moelle de ce que vous devez en tirer. Si vous êtes dans votre coin
que vous avancez seul comme un loup solitaire et que vous traitez l'ensemble de vos dossiers sans jamais laisser l'opportunité à un junior de monter avec vous ou de donner à un stagiaire des recherches ou de lui expliquer ce que vous faites, derrière, vous n'irez jamais loin. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire seul on va vite et ensemble on va loin, mais en tout cas, la réflexion est là. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la capacité d'utiliser au mieux les forces vives qu'on met à votre disposition. Et le troisième critère qu'on va regarder, c'est un critère qui est beaucoup plus subjectif. C'est un critère qui est, OK, est-ce que moi, associé, je me verrais associé avec cette personne? Et donc là, ça va dépendre finalement de l'adaptation que vous allez avoir par rapport à votre associé qui va vous proposer qui va vous proposer à l'association. C'est OK, est-ce qu'il est sympathique? Est-ce que je le respecte? Est-ce que le matin, quand je viens le voir, en fait, je suis content de le voir? Et est-ce que j'ai un jour envie qu'il ait voix au chapitre du cabinet d'avocat? Est-ce qu'il est de mon cabinet d'avocat? Est-ce qu'il est force de proposition? Est-ce qu'il est plutôt dans l'attentisme? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un d'actif? Et là, si vous voulez, je ne peux pas vous donner de vraies réponses par rapport à ce critère. Parce qu'en fait, je ne sais pas avec qui vous travaillez, je ne sais pas avec quel associé vous allez pouvoir monter. Et derrière, c'est vraiment à vous d'avoir une écoute active et de bien regarder qu'est-ce qu'attend finalement l'associé qui est au-dessus de vous d'un collaborateur et d'un futur associé. Ça passe par l'échange, ça passe par la compréhension de son comportement, ça passe aussi beaucoup par l'empathie et derrière également avec la discussion avec cette personne ou avec les autres associés du cabinet. Donc voilà les trois critères pour moi qui sont des critères majeurs. Il existe d'autres critères. C'est des critères dans lesquels je ne rentrerai pas ce soir parce que bien sûr, ils sont adaptés en fonction des cabinets, en fonction de la personnalité des associés qui sont en présence. Mais tout le webinaire a été construit autour de ces trois critères. C'est-à-dire qu'à chaque fois, de façon parcellaire, en fonction des étapes par lesquelles on va avancer, on va retrouver à chaque fois ces trois critères. C'est juste pour que vous les gardiez en tête. Je mets juste un disclaimer, je suis quasiment aveugle, donc si vous écrivez dans le chat, je ne le verrai pas. Je prendrai les questions à la fin si vous en avez, je m'approcherai tout près et ça sera horrible pour vous. Mais en tout cas, je ne peux pas les lire en live, sinon je me ferai une joie d'y répondre et c'est pour moi un grand dame. Donc on va commencer par le premier point, c'est la technique avant tout. Alors oui, je ne vais pas vous faire l'histoire. Tous vos associés vous l'ont déjà dit. C'est qu'à la faculté de droit, finalement, on passe 5 ans à faire de la théorie, à apprendre et à raisonner en tant que juriste, mais derrière, on n'apprend pas le métier d'avocat. À l'école d'avocat, je n'y suis pas allé. On a eu pas mal de retours, mais je pense faire d'affront à personne en disant qu'à l'école d'avocat, on ne fait pas grand-chose, malheureusement, alors qu'elle pourrait être beaucoup mieux exploitée, cette école. Et que derrière, finalement, on apprend son métier lorsqu'on rentre en tant que stagiaire, puis en tant que collaborateur au sein du cabinet d'avocat. Beaucoup disent, en fonction des matières, qu'il est nécessaire d'attendre 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans pour certaines matières, pour devenir finalement un avocat complet. Je prends par exemple une matière comme le droit fiscal, où on dit que c'est extrêmement long de pouvoir atteindre toutes ces compétences-là. Ok, fine. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le marché, qu'on entend beaucoup de la bouche des associés. Je suppose que ça doit être vrai. Une fois de plus, je ne suis pas avocat, je n'ai pas vécu ce cursus-là, et donc je vais prendre le parti de dire qu'ils ont raison. Très clair. Donc, pour apprendre son métier, finalement, il faut déjà passer 8 ans minimum à bûcher comme un malade pour derrière devenir performant et compétent. Ça, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça doit être fait n'importe comment. C'est-à-dire que vous, collaborateurs, vous devez, dès le premier jour où vous arrivez au cabinet d'avocat, ne pas vous comporter comme un associé, mais en tout cas envisager que vous allez être associé. Pas forcément dans cette structure, pas forcément dans une autre structure, peut-être dans la vôtre, mais en tout cas, vous serez quand même associé de votre structure. Il faut que vous commenciez à acquérir des réflexes qui vont pouvoir être pertinents. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à partir du moment où vous serez technique et que vous aurez du chiffre d'affaires, vous serez indépendant. Et c'est la chose la plus importante pour vous, c'est de pouvoir vous dire, ben voilà, si je veux être associé au sein de cette structure, je vais me donner pour cette structure, acquérir les compétences techniques et le chiffre d'affaires nécessaire pour apporter à la structure et peut-être devenir associé. Mais si vous ne devenez pas associé parce qu'on ne vous en laisse pas l'opportunité, vous avez l'opportunité soit de porter votre chiffre d'affaires et vos compétences au sein d'un autre cabinet d'avocats, soit de vous installer. Mais donc, sans ces compétences techniques et sans le développement de ce chiffre d'affaires, vous restez finalement dépendant et ça va un peu contre l'image qu'on peut avoir de l'avocat et de ce que doit être un avocat, c'est-à-dire un professionnel indépendant à l'intérieur d'une structure.
Donc, OK, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose finalement, c'est des choses que vous savez. Mais comment on fait concrètement pour monter en technique? Ben, en fait, pour monter en technique, soit on décide d'être un collaborateur qui attend que l'associé finalement donne des doses et qu'on puisse les traiter et qu'on avance. C'est une première possibilité qui correspond à beaucoup de gens. Ce n'est pas quelque chose que je critique, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais moi, ce que je conseille de faire, c'est toujours de trouver un mentor. Un mentor qui soit au sein de sa structure, c'est le mieux. C'est quelque chose qui vous permet de vous driver et finalement qui vous aidera a posteriori lorsque vous voudrez devenir associé. Soit quelqu'un qui est hors de cette structure-là et qui vous permettra finalement de pouvoir le contacter lorsque vous aurez des besoins et qui vous laissera entrevoir sa stratégie, qui vous donnera des prismes de son expérience par des réflexions qu'il pourra vous donner et des conseils qui, je l'espère, seront pertinents pour vous permettre d'affiner votre technique et d'avancer. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le second conseil que je peux vous donner, et là on va être sur de la technique, mais sur le développement clientèle, c'est que lorsque vous traitez un dossier pour votre cabinet d'avocat, vous avez toujours des garde-fous. C'est-à-dire que votre associé, alors je l'espère en tout cas, va rechecker, en tout cas dans les premiers dossiers que vous allez traiter, ce que vous allez mettre en place. Vous allez peut-être traiter qu'une seule partie du dossier, pas la globalité, ce qui fait que vous aurez un manque de visibilité sur l'opération globale. Moi, ce que je conseille vraiment de faire, c'est dès le premier jour, dès le premier pas que vous mettez au sein du cabinet d'avocat, c'est d'aller chercher de la clientèle personnelle pour la traiter. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, vous allez être mis face à vos responsabilités. Ce n'est pas votre boss associé qui va venir vous taper sur les doigts si vous vous plantez. C'est votre responsabilité qu'on va aller engager. C'est un client qui ne sera pas satisfait de vous et qui pourra le crier sur tous les toits. Ce n'est pas quelque chose que je vous souhaite, ça ne se passera pas comme ça. Mais en tout cas, en théorie, c'est ce qui peut se passer. Et avancer sans filet, c'est la meilleure chose pour développer sa technique. Si vous avez des difficultés avec ça, si vous avez un problème, vous avez toujours l'opportunité de solliciter quelqu'un. Vous avez eu des potes à la fac, vous avez vous bossez avec d'autres collaborateurs qui peuvent vous apporter main forte, soit de façon rémunérée en disant bah voilà, tu prends une partie des honoraires que je vais facturer et tu co-traites avec moi ce dossier. C'est le coût de votre apprentissage. C'est-à-dire que vous renoncez à, je sais pas, vous faites une facturation à 2 000 euros, vous dites bah ok, maître X, je suis en difficulté, j'ai pas fait ça, j'ai pris le dossier, j'ai pris ce risque-là, je pensais que j'allais m'en sortir seul, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été voir le Navi, j'ai été voir Lexis, j'ai travaillé sur des modèles qu'on peut avoir au sein du cabinet d'avocat, mais je m'en sors pas, je sens que j'ai pas trouvé la meilleure solution ou qu'en tout cas mon raisonnement est bancal. Vous appelez un autre collaborateur qui est au sein de votre structure ou un autre associé que vous connaissez par ailleurs, vous le faites venir sur le dossier, vous splittez vos honoraires en disant bah voilà, je te file 1 000 euros et tu m'aides à travailler ce dossier-là. Et derrière, ça sera le coût de votre apprentissage. C'est-à-dire quand un dossier similaire se représentera à vous, derrière, vous n'aurez plus besoin d'une personne pour venir le traiter. Et derrière, ça vous permettra aussi de travailler en connivence ou de travailler en tout cas avec un autre collaborateur ou un associé où vous aurez pu lui montrer que vous étiez capable de ramener du chiffre d'affaires ou en tout cas de convertir un client et derrière de le traiter avec lui, que vous avez fait preuve de hauteur pour finalement monter en technique. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je recommande très, très fortement. Je pense que même si vous pensez que les associés sont complètement contre le développement commercial, que c'est mal vu au sein de vos cabinets d'avocats, vous avez sans doute raison. Il y aura certainement des bruits de couloir, mais je pense qu'à terme, c'est un pari gagnant. C'est-à-dire qu'entre un collaborateur, je vous dis ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vérifié, c'est quelque chose que je pense par rapport au développement des différents associés qu'on a pu rencontrer et ce qu'ils faisaient lors de leur ascension jusqu'à devenir associés. Que les avocats qui ont développé leur clientèle et qui l'ont traité seuls lorsqu'ils étaient collaborateurs sont montés très rapidement en compétence et en autonomie par rapport à d'autres collaborateurs. Alors après, libre à vous de le faire, mais moi je pense que c'est extrêmement pertinent de pouvoir le mettre en place. La deuxième chose qui va être importante, c'est le deuxième point du webinaire, ça va être la création et l'intégration de réseaux. Au départ, si vous avez du mal à développer votre clientèle, il faut que vous puissiez commencer entre guillemets en bas de l'échelle au sein des réseaux d'influence qui sont soit sectoriels par rapport à un domaine que vous avez déterminé. Par exemple, vous faites du M&A majoritairement dans le secteur de l'industrie. Dans ce cas-là, intéressez-vous à ces secteurs, rencontrez des acteurs du milieu, contactez des associations ou intégrer des associations où on va regrouper des industriels.
Ça peut être aussi de pouvoir vous rapprocher d'associations qui sont spécialisées dans votre secteur d'activité juridique ou dans votre domaine d'expertise juridique. Il existe des associations en taxes, en corpo, en M&A, en IP, IT, etc. Commencez à rentrer au sein de ces réseaux-là pour diversifier vos contacts et surtout vous enrichir par rapport à ce que vous allez mettre en place. Pour le faire, c'est extrêmement simple. Vous checkez sur Google, vous contactez l'association, vous essayez de rentrer en contact avec eux, vous essayez de les suivre. Ça, c'est vraiment super important. Donc, réseau en termes de compétences, donc sur les avocats, sur votre secteur d'activité donné, et réseau aussi sur la cible que vous allez toucher. Il n'y a rien de plus pertinent que d'être finalement dans l'œil du cyclone. À partir du moment où vous êtes, je sais pas, vous faites du M&A sur les industriels, on reprend l'exemple que j'ai donné, vous souhaitez derrière continuer cette activité, rentrer dans des assos d'industriels, dans des assos de dirigeants de sociétés industrielles, pour derrière apporter votre concours de façon totalement gracieuse, mais comprenez en interne comment ils fonctionnent, comment ils sélectionnent un avocat, quels sont leurs enjeux du moment, comment va le secteur, comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les pratiques de marché, où est le développement aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils envisagent par rapport à leurs usines, est-ce qu'ils ont des problèmes sociaux, est-ce qu'ils ont des problèmes corporels, est-ce qu'ils ont des problèmes fiscaux. Vous avez derrière une mine d'or d'informations et c'est l'information qui est la plus pertinente. Peut-être qu'au stade où vous en serez, vous n'aurez pas encore la légitimité, ou en tout cas, vous ne vous donnerez pas encore la légitimité de pouvoir vous présenter comme étant un prestataire qui peut répondre à leurs besoins. Mais en tout cas, intéressez-vous à eux et cultivez vraiment cette relation de confiance qui vous sera utile a posteriori. Si vous ne souhaitez pas intégrer de réseau, mais que vous souhaitez en créer un, c'est une autre possibilité. Vous estimez que, voilà, je prends un exemple, vous êtes avocat en droit fiscal et vous vous êtes rendu compte que dans le domaine de la pharmacie, il y avait très peu de choses qui étaient faites, c'est-à-dire qu'aucun avocat ne se positionne comme étant un expert de la pharmacie. OK, aujourd'hui, vous n'avez pas développé cette expertise-là, vous n'avez pas nécessairement envie de le faire parce que votre activité au sein du cabinet d'avocat, pour le moment, vous prend beaucoup de temps et vous ne vous sentez pas, une fois de plus, légitime à développer votre clientèle personnelle. Dans ce cas-là, commencez à vous intéresser à ce secteur d'activité en contactant des pharmaciens et en leur disant, voilà, moi, je suis avocat en droit fiscal, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, mais je suis là pour comprendre votre secteur d'activité, quels sont vos enjeux au quotidien, comment vous fonctionnez. Et derrière, trouver un moyen de rassembler ces gens. En leur disant, voilà, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait un problème avec l'exploitation de la SPFPL, que c'était quelque chose qui était extrêmement méconnu des pharmaciens. Donc moi, je vais créer un groupe Facebook, ça peut être une newsletter, ça peut être des petits déjeuners, ça peut être ce que vous voulez, finalement un moyen de fédérer autour de thématiques qui vont pouvoir les intéresser. Et derrière, tester et voyez s'il y a oui ou non une traction commerciale. Donc, ne le faites pas dans un premier temps pour pouvoir convertir, si ce n'est pas ce que vous voulez, mais en tout cas, faites-le dans l'esprit de faire grossir un réseau qui va vous être profitable par la suite. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, soit vous décidez de le faire sur votre cible, soit, une fois de plus, vous décidez de le faire sur des avocats. Si vous estimez que les avocats sont les principaux prescripteurs par rapport à votre activité, je ne sais pas, vous faites du restructuring dans un cabinet de niche, excepté la prescription confrère, il est extrêmement difficile de se faire recommander. Je discutais avec Anne-Sophie Noury qui me dit, mais en fait, le market, pour nous, c'est super difficile d'avoir une démarche active, étant donné qu'on est au oiseau de mauvais augure. Quand on intervient, c'est que l'entreprise est en difficulté, et donc faire du démarchage commercial, ou en tout cas se positionner sur des secteurs d'activité lorsque les entreprises vont bien, c'est extrêmement complexe. Donc, si vous êtes dans des activités qui sont assez similaires, dans ce cas-là, voyez peut-être des réseaux de prescription confrères. Je sais pas, nous, par exemple, chez Anomia, on a monté un podcast. Si j'étais avocat et que j'avais monté ce podcast-là, j'aurais accès à un grand nombre d'avocats. Il y a notamment Charlotte Hugon et Audrey Chemouli qui ont monté un podcast récemment qui s'appelle Génération Entrepreneur. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. C'est-à-dire qu'elles sont en train d'agréger un certain nombre d'avocats avec lesquels elles sont en contact et j'espère qu'elles en profitent. C'est-à-dire qu'elles restent en contact avec eux derrière, qu'elles essaient d'organiser des événements pour servir leur business a posteriori. Mais c'est une excellente chose. C'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, sous la main, et je le mets bien sûr entre gros guillemets, 100 avocats que vous connaissez, à qui vous avez donné de la valeur, que vous avez mis en avant, qui peuvent a posteriori vous recommander en fonction de votre activité. Donc là, vous aurez développé un réseau de prescripteurs qui va être pertinent. On peut tout à fait imaginer la même chose sur des experts comptables, sur des gestionnaires de patrimoine, sur des banquiers d'affaires, en fonction de votre activité, sur tout corps de métier, sur des RH.
si vous êtes avocat en droit social, faites potentiellement une veille RH gratos sur un secteur très particulier que peut être l'intérim, par exemple. C'est des secteurs qui sont complexes, sur lesquels on voit peu de choses. Donc, le message que je vous envoie là, c'est OK, vous n'êtes peut-être pas dans l'optique de développer votre clientèle dans un premier temps, mais vous devez être en capacité de la développer d'ici 3, 4, 5 ans. Lorsqu'on veut développer sa clientèle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est si on est bien entouré, que le cabinet d'avocats est bienveillant et surtout que l'associé qui est au-dessus de nous est bienveillant, il va vous envoyer du deal. Il va vous envoyer des dossiers qu'il ne peut pas traiter lui personnellement parce que soit les honoraires ne sont pas assez importantes, soit derrière qu'il n'a pas la bande passante pour le faire et il vous le proposera. Mais derrière, ayez aussi, vous, cette démarche active et commencez à vous positionner, en tout cas sur un secteur d'activité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous tentez de pénétrer des réseaux de pharmaciens et que vous y arrivez, que derrière, vous serez tenu de travailler avec des pharmaciens. C'est vraiment une première chose et une première approche marché qui va vous être pertinente. Donc ça, vraiment, la pénétration et l'intégration de réseaux, ou même la création de réseaux, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent. Utilisez des choses extrêmement simples, hein. Utilisez LinkedIn, si vous ciblez une fois de plus les pharmaciens, il doit y exister comme avocat entre nous, des trucs genre pharmacien entre nous, où derrière, vous pouvez les contacter, vous pouvez rentrer en contact avec eux. L'intégralité des officines de pharmacie, elles sont référencées sur Google My Business, donc vous avez l'opportunité de les appeler, de rentrer en lien avec eux. N'y allez pas dans une démarche commerciale, mais vraiment dans une démarche de compréhension de leur activité pour derrière rester en lien avec eux. Donc ça, j'espère que le message est bien passé et que j'ai été clair par rapport à ça. Je ne peux pas lire vos retours ou même les avoir. J'aimerais beaucoup avoir vos retours en live, mais j'espère vraiment que vous vous sentez capable de le faire parce que vous avez les capacités de le faire. Vous avez fait 7 ans d'études, vous êtes des gens, j'en suis convaincu, extrêmement brillants. Et derrière, vous avez l'opportunité de le faire. Il faut juste vraiment mettre en place une méthode, se définir des objectifs atteignables en se disant, bah voilà, chaque mois, je vais envoyer une newsletter. Je garde mon exemple des pharmaciens sur la SPFPL, spécialisée sur les pharmaciens et les modalités d'optimisation de leur patrimoine personnel et professionnel grâce à la société holding qui est matérialisée par la SPFPL. Forcez-vous à faire ce contenu-là. Derrière, ça payera un jour. Ça payera forcément. Donc, on passe sur la troisième étape qui est le positionnement. Je vois juste un petit coup. Qui est la modification du positionnement progressif au sein du cabinet d'avocat. Lorsque vous allez mettre vos premiers pas au sein du cabinet d'avocat, vous allez dû, alors si vous le faites en tant que stagiaire comme le stagiaire, si vous le faites en tant que collaborateur comme le dernier arrivé. Et j'aime beaucoup l'expression de Rémi Laurin qui dit que finalement, il faut voir un cabinet d'avocat comme étant l'escalier de la merde. La merde arrive complète sur l'escalier, finalement sur la marche de l'associé. Et donc lui, il va mettre un coup de pied pour faire tomber ça à la marche d'en dessous. La marche d'en dessous, c'est le console, qui lui-même va faire la même chose et ça va arriver sur le collaborateur senior. Qui lui-même va faire la même chose et ça va arriver sur le collaborateur mid. Qui lui-même va faire la même chose et ça va arriver sur le junior. Qui lui-même va faire la même chose et ça va arriver sur le stagiaire. Sauf qu'en fait, lorsqu'on met un coup de pied pour faire descendre la merde et faire descendre l'escalier de la merde, et je remercie Rémi Laurin pour cette formidable expression, euh, on n'arrive pas à tout enlever. C'est-à-dire qu'il reste toujours une petite partie qu'on doit traiter. Et en fait, cette partie-là, ben, c'est celle que vous aurez au départ, donc vous aurez la part la plus importante. Et finalement, lorsque vous montrez au sein du cabinet d'avocat, cette part-là va diminuer puisque vous aussi, et c'est ce qu'on verra dans la cinquième partie, vous aurez la capacité de manager des stagiaires et de manager des juniors. Je ne dis pas qu'il faut leur envoyer de la merde, je dis juste qu'il faut bien les utiliser pour que derrière, ils puissent apprendre et vous puissiez être déchargé de votre travail. Donc là, on a déjà une première base sur le positionnement qui, dans un premier temps, va être un positionnement où, vis-à-vis de votre associé, vous allez devoir vous comporter comme un bon petit soldat. Moi, je sais que j'aurais eu beaucoup de difficultés à le faire, mais je sais que si je ne l'avais pas fait, ça aurait été problématique pour moi. Parce que dans un premier temps, il est nécessaire de faire ses preuves. Alors, pas à n'importe quel prix. Moi, j'accepterai jamais de harcèlement, qu'on me parle mal, etc. Je reste un être humain, vous restez des êtres humains. Les associés qui se comportent de cette façon-là, moi, je trouve ça personnellement, et je pense que chacun ici partage mon avis, abject et ça ne devrait pas exister. C'est pas pour ça qu'il faut les dénoncer sur Balance ton câble. Il y a des comment ça s'appelle. Il y a des ordres qui sont faits pour ça. Il y a la justice qui est faite pour ça. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je trouve ça horrible. J'espère que vous ne le faites pas. Voilà. Donc, le positionnement, il est progressif. C'est-à-dire qu'au début, on fait ses preuves et ensuite, on doit être en capacité de montrer à son associé, à son département,
qu'on gagne en maturité, qu'on gagne en autonomie et qu'on monte à l'intérieur de l'échelle du cabinet d'avocat. Il faut que chaque fois, à chaque point annuel, vous puissiez montrer à votre associé ce que vous avez appris cette année, ce que vous avez apporté au cabinet d'avocat. Chaque entretien annuel, finalement, c'est comme un nouvel entretien d'embauche où l'associé, lorsqu'il sort de la pièce, doit vous voir différemment. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'associé vous voit tous les jours. C'est comme quand vous êtes avec votre compagne ou avec votre compagnon, lorsqu'il vous voit tous les jours, il ne se rend pas immédiatement compte que vous avez grossi, parce qu'il vous voit tous les jours. Et finalement, quand vous rentrez voir votre mère le week-end ou votre père le week-end, il vous dit, tu n'aurais pas un peu grossi? Parce que lui, il ne vous voit pas tous les jours également. Donc, je parle en connaissance de cause. Et, et du coup, l'associé qui est là, vous devez lui montrer que vous avez gagné en maturité, en autonomie, en technique et que les compétences que vous aviez en N-2 ne sont plus les mêmes l'année N et qu'il doit les accepter et les assimiler et vous traiter de la bonne façon. Si vous ne le faites pas et que vous ne lui montrez pas, sauf associé exceptionnel qui est extrêmement regardant, extrêmement observateur et qui se rend compte finalement du travail fourni par chacun, il ne le saura pas et il ne s'en rendra pas compte. J'ai très très souvent la discussion avec des associés, d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, qui étaient au sein de leur cabinet d'avocats, qui ont gravi les échelons au sein de leur cabinet et qui sont passés associés. Au début, c'était un enfer. C'est-à-dire que les associés seniors qui les ont cooptés pour qu'ils deviennent associés juniors euh, ont continué à les traiter comme si finalement c'était des collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un point de rupture qui devait être établi, que l'oiseau qu'on avait aidé finalement à voler devait voler maintenant de ses propres ailes et qu'il aurait peut-être dû déjà le faire depuis un certain temps. Mais derrière, si vous n'êtes pas dans cette capacité ou en tout cas dans cette démarche de montrer à votre associé et de vous positionner comme quelqu'un qui a grandi et qui est capable, seul ou en tout cas avec moins d'aide, de pouvoir se développer, ce n'est pas quelque chose qu'on vous donnera. Ce n'est pas un dû. C'est à vous de faire vos preuves. Donc vos preuves tous les jours au cabinet en traitant bien les dossiers, en pouvant traiter votre clientèle personnelle et en allant en chercher, mais aussi de montrer à votre avocat associé que derrière, vous avez la capacité de pouvoir monter en compétence et qu'il vous fasse plus confiance. Donc le positionnement, il est en interne, donc vis-à-vis de votre associé, mais vis-à-vis également des autres départements, parce que quand vous êtes dans un cabinet je parle des cabinets multiservices, désolé, quand on est dans un cabinet multiservice, l'associé qui est au-dessus de vous va vous proposer à l'association. Mais derrière, l'ensemble des associés du cabinet, ou en tout cas la grande majorité, doit vous valider pour que vous deveniez associé. Si vous restez terré au sein de votre département et que vous n'avez aucun lien avec les autres équipes du cabinet, derrière, ça sera extrêmement complexe. Donc, en tant que collaborateur première année, je ne vous demande pas d'aller discuter avec le partenaire qui est là depuis 20 ans, mais en tout cas, vous pouvez déjà étendre votre réseau auprès des autres collaborateurs de ce cabinet. Car n'oubliez jamais que, vous le savez mieux que moi, vous le vivez au quotidien, le turnover dans les cabinets d'avocats est énorme. Derrière, un avocat qui travaille aujourd'hui avec vous, par exemple, je sais pas, chez Gide, travaillera peut-être demain chez Everched, l'autre avocat travaillera peut-être chez White Case, l'autre créera peut-être sa structure, l'autre ira peut-être travailler chez Darwa, l'autre décidera de changer complètement de métier et deviendra chef d'entreprise. Créez des liens. C'est des gens qui vous aideront tout au long de votre carrière et positionnez-vous du coup en interne, mais sur les autres départements, comme étant aussi une personne qui évolue avec son statut et avec son ancienneté au sein de l'activité. La pire chose, c'est que vous évoluiez vous en interne, enfin, personnellement, et que vous le sentiez, mais personne ne se rende compte sur les autres départements ou au sein même de votre département. Si c'est le cas, et ben derrière, finalement, vous allez être frustré, ça va vous déstabiliser et vous allez baisser les bras. C'est absolument pas ce qu'il faut. Il faut envoyer un maximum et que tout le monde le sache à côté. C'est pas pour ça qu'on doit écrire des posts tous les jours sur LinkedIn. C'est pas pour ça qu'il faut se montrer à outrance et faire ce que j'appelle moi du bruit. Mais en tout cas, fonctionner de façon extrêmement simple en montrant déjà à votre associé puis aux collaborateurs des autres équipes que vous montez en compétence vous-même. Ça, c'est vraiment primordial. Et ça, comment ça se matérialise? Pour votre associé, ça se matérialise par de la discussion et par de la communication. Ça, c'est extrêmement pertinent. Il y a des points forts et des éléments phares qui sont présents, c'est lors des entretiens annuels. Ça doit systématiquement être fait et vous devez arriver en vous ayant préparé, en disant voilà ce que j'ai fait cette année, voilà ce que j'ai appris, voilà où je suis maintenant et voilà où j'étais.
Si vous avez cette démarche-là qui est extrêmement simple, hein, elle paraît bateau quand je le dis, puisque c'est un truc extrêmement basique, derrière, l'associé ne vous regardera pas de la même façon, je peux vous le dire, c'est des témoignages d'associés que nous, on a recueillis qui nous parlent de ça. Donc, honnêtement, ayez cette démarche-là, elle sera extrêmement pertinente. Pour derrière, vous positionner au point de vue de l'extérieur, parce qu'on a son département, on a les autres départements du cabinet dans lequel on se trouve, mais on a aussi l'extérieur. Il faut que vous réussissiez à montrer à l'extérieur, et c'est encore plus complexe, que vous avez grandi, que vous avez mûri et que vous avez monté en compétences et en expérience, que ce soit en termes techniques qu'en termes de capacité à acquérir. Lorsqu'on a vu dans l'étape numéro 2 là, que je vous ai proposé la création et l'intégration de réseau, dans un premier temps, vous étiez là pour apporter de la valeur de façon gratuite. Aujourd'hui, vous devez vous positionner comme étant un réel expert qui peut répondre aux besoins de l'ensemble des pharmaciens par rapport à leur création de holding. Il faut que vous ayez vraiment cette approche-là qui soit différenciante et il faut que vous puissiez commencer à vous affirmer sur un marché. Vous vous rendrez en plus compte au fur et à mesure de l'exercice que derrière, vous aurez des appétences, vous aurez des centres de profit qui sont plus rentables que d'autres et sur lesquels il faut se développer. Mais ça, vous pourrez vous en rendre compte que si vous acceptez et que si vous développez votre clientèle personnelle. Ça me donne le transit. On passe à la quatrième étape qui est le développement de la clientèle perso ou l'apport de clientèle au cabinet d'avocats. Ça, si vous me connaissez, vous savez que je suis un fervent supporter du développement de la clientèle ou de l'apport de clientèle au cabinet d'avocats. Déjà, je vais faire la distinction entre les deux. Je pense que tout le monde la connaît, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pertinent de la distinguer et comment ça doit se passer. Le développement de la clientèle perso, c'est extrêmement pertinent pour vous faire monter en technique, pour vous faire monter en autonomie et que vous développiez aussi des compétences finalement commerciales que vous n'avez pas acquises au sein de votre cursus. Donc, vous les avez acquises par mimétisme en regardant ce que faisaient les associés qui sont au-dessus de vous et derrière en essayant de les réappliquer en fonction de votre personnalité, de vos appétences et de qui vous êtes. La clientèle perso que vous allez pouvoir aller chercher, elle va être pertinente parce que derrière, déjà la facturation, on la prend sans charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût de fonctionnement du cabinet d'avocat. On ne va pas payer les locaux, les assistantes, le service Busy Market ou les autres collaborateurs. C'est-à-dire qu'un chèque que je facture à 4 000, on sait que je vais en prendre 2 000, 2 500 en fonction des charges que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, vous avez une facturation qui est énorme. Une marge de renta qui est énorme. Par contre, derrière, faites attention à quelque chose, c'est que tout ce que vous allez prendre en plus comme clientèle personnelle, il faut que vous puissiez l'amortir. C'est-à-dire que quand vous avez une bande passante qu'on peut connaître dans les grands cabinets d'affaires, qui est de l'ordre de 60, 70, 80, 90 pour les plus hard sur certaines périodes, et derrière, avoir de la clientèle personnelle, ça veut dire que vous êtes déjà dans le rouge-rouge. Là, vous passez vraiment dans l'écarlate. L'objectif, c'est pas d'exploser en vol, c'est pas de claquer un burn-out, c'est pas de pouvoir voir sa responsabilité engagée parce que derrière, finalement, on a trop cravaché et qu'on a atteint ses limites physiques et intellectuelles. Si c'est le cas, il est nécessaire que vous puissiez donner cette clientèle à un autre collaborateur qui est moins en difficulté que vous en termes de charge de travail, ou que vous puissiez, si elle répond aux critères objectifs du cabinet d'avocats qui ont été définis, l'apporter au cabinet. Et là, on passe sur la deuxième chose, c'est l'apport au cabinet d'avocats. Moi, je pense qu'un collaborateur, lorsqu'il arrive en 5e, 6e, 7e année et qu'il décide de devenir associé de cette structure, il doit passer par de l'apport d'affaires. C'est-à-dire qu'il doit dire à son associé, écoute Jean, on va dire qu'il s'appelle Jean l'associé, ce sera très bien, moi j'ai envie de devenir associé au sein du cabinet. Je sais que l'association ne me sera pas proposée demain, mais pour pouvoir devenir associé, je sais aussi qu'il est nécessaire d'apporter du chiffre. Moi, je veux qu'ensemble, si ça n'a pas été défini de façon globale, on définisse des clients que je peux apporter au cabinet d'avocats qui répondent à un certain nombre de caractéristiques, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de secteur d'activité, pour que j'ai aussi la faculté de pouvoir apporter des clients. Mais cet apport de clients-là, il n'est pas gratos. C'est-à-dire que c'est pas oui, oui, très bien, si tu apportes des clients, on verra sur ton bonus à la fin de l'année. C'est que vous devez avoir une rémunération financière en fonction de l'apport que vous réalisez. Vous devez conserver le lead sur le dossier, c'est-à-dire que oui, votre associé peut venir le co-diriger avec vous, mais vous devez être à chaque fois en front avec le client. C'est votre client, c'est vous qui l'apportez au cabinet d'avocat. Vous renoncez à une grande partie de la rétrocession, enfin de la rémunération que vous auriez pu toucher avec ce client-là. Il est nécessaire que vous puissiez avoir une contrepartie légitime pour pouvoir apporter ce client.
L'apport de clients, moi, je trouve qu'il est extrêmement pertinent puisque derrière, vous allez pouvoir bénéficier déjà des moyens de la structure pour pouvoir traiter ce dossier, comme si c'était finalement un dossier du cabinet, puisque par nature, ça devient un dossier du cabinet. Vous avez derrière une rémunération qui est opérée en fonction du pourcentage facturé par le cabinet sur la vie du client au sein du cabinet d'avocat. Et vous restez derrière en autonomie sur le client, ce qui vous permet de vous responsabiliser. Et ce qui, une fois de plus, lors de vos entretiens annuels ou lors de vos différentes évolutions, vous permettra d'expliquer à votre associé que cette année, en ayant travaillé uniquement 4 heures, 5 heures, 6 heures par semaine sur le développement commercial, vous avez eu la faculté de rapporter 100 000 euros, c'est un exemple que je prends, 100 000 euros de chiffre au cabinet d'avocat. Et donc là, vous pourrez déjà commencer à discuter avec lui, pas discuter d'association, mais en tout cas, amorcer une réflexion pour savoir si oui ou non, il serait d'accord pour vous accorder non plus 4 ou 6 heures que vous prenez par-ci par-là quand vous pouvez, mais 10 heures. C'est-à-dire qu'on réduit votre temps de production et du coup, on augmente votre temps de développement. Que finalement, votre ascension se fasse de façon progressive au sein de la structure. Et s'il accepte le pari, et je pense qu'avec cette démarche-là, beaucoup accepteront, alors je ne vais pas faire de généralité, parce que moi je sais que certains acceptent parce qu'on travaille avec eux. Mais je ne fais pas de généralité parce que je ne sais pas comment tous les avocats fonctionnent. Vous connaissez l'adage, il y a autant de façons d'exercer la profession d'avocat qu'il y a d'avocats, blabla. Je pense que si vous y allez de façon méthodique, de façon scientifique, en expliquant avec des chiffres à votre associé ce qui s'est passé et ce que vous avez réussi à apporter, derrière, il prendra les paris avec vous. OK, on diminue de 5 heures le temps de production par semaine. Par contre, derrière, par mois, pardon. Par contre, derrière, on veut voir ce qui va se passer. Et si l'année suivante, vous êtes capable de lui dire, voilà, maître Jean, moi, j'ai pu cette année, l'année dernière, lorsque j'avais 5 heures, développer 100 000. Et cette année, mon chiffre d'affaires sur la totalité des clients que j'ai apportés est passé à 250 000. C'est que vous avez une marge de progression qui est intéressante. Et donc, derrière, ça laisse présager que vous êtes sur la bonne voie pour devenir associé. On n'est pas encore sur les 1,2 million, les 1,5 million ou les 3 millions dont je parlais au début du webinaire. Mais ça, déjà, c'est pas dans tous les cabinets d'avocats. Et ça permet aussi de prendre de façon progressive le métier et le rôle de l'associé entre les mains. Un rôle de collaborateur tel qu'il est aujourd'hui défini au sein d'un cabinet d'avocats n'a strictement rien à voir avec un rôle d'associé senior au sein du cabinet. Il n'a pas du tout les mêmes tâches, son objectif n'est pas la même chose. L'objectif d'un partenaire au sein d'un cabinet d'avocats, c'est de faire bouffer tout le monde. L'objectif d'un collaborateur, c'est de traiter et finalement d'ingurgiter ce qui a été apporté par l'associé. Donc, si on revoit le modèle et qu'on se dit, OK, maintenant les collaborateurs vont avoir l'opportunité d'apporter leur dossier au cabinet d'avocats, et bien là, on verra un parcours d'association qui sera beaucoup plus pertinent, puisque derrière, on verra immédiatement qui a la capacité ou qui a l'envie d'aller développer son chiffre d'affaires. En termes de clientèle personnelle, derrière, je ne connais pas, je connais certaines personnes qui sont là sur ce webinaire, mais en tout cas pas tous. Je ne sais pas ce que vous mettez en place aujourd'hui. Mais pour moi, dès la première année de collaboration, il est nécessaire d'au moins pouvoir approcher ses clients. C'est ce qu'on disait sur la création et l'intégration de réseau. Pas forcément de closer, mais en tout cas extrêmement rapidement de pouvoir avoir une facturation personnelle. Très honnêtement, ça va vous apprendre beaucoup. Ça va vous apprendre énormément de choses. Si vous ne le faites pas pour l'argent, allez-y pour l'apprentissage. Vous retrouver face à un client, réussir à le convertir, lui montrer que vous allez pouvoir avoir de la valeur pour lui, bien répondre à sa problématique, lui montrer pourquoi il doit vous choisir vous et pas un autre collaborateur ou pas un autre cabinet d'avocats, lui montrer que vous allez pouvoir répondre à ses besoins et à ses objectifs, comprendre ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment vous pouvez vous améliorer, mais vous allez gagner en apprentissage de façon éclair. C'est-à-dire que vous auriez mis énormément de temps à pouvoir l'apprendre. Vous auriez toujours appris ça par un petit prisme qui était celui du regard de votre associé par rapport à votre travail. Et là, vous allez pouvoir l'organiser de façon beaucoup plus pérenne et beaucoup plus pertinente. Le webinaire d'aujourd'hui, ce n'est pas sur le développement de la clientèle, donc on ne traitera pas en profondeur. J'en ai déjà fait quelques-uns sur le sujet et j'en referai d'autres sur le sujet. Il n'y a pas de difficulté, mais en tout cas, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Là, on est vraiment sur les compétences à acquérir avant de pouvoir passer associé, et en tout cas celles qui sont gardées par les associés pour pouvoir vous proposer à l'association. Et enfin, le dernier critère qu'on va voir ensemble, la dernière étape, ça va être vraiment sur la capacité à manager les juniors et les stagiaires. Lorsque vous montez
En tant qu'associé, oh, pardon, excuse-moi, je suis fatigué, en tant que collaborateur, vous allez devoir lâcher du lest. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être plus pertinent, d'être beaucoup plus en front avec les clients. Et d'un autre côté, vous aurez moins le temps pour les recherches de fonds qui vous prennent du temps. Vous aurez moins le temps pour, je sais pas, faire des projets de BICO. Et derrière, vous devrez pouvoir le déléguer à un stagiaire ou un junior. Et bien sûr, vous devrez repasser derrière lui. Mais donc, il est nécessaire de pouvoir créer des façons de travailler, des sortes de binômes ou en tout cas des choses que vous allez mettre en place pour derrière leur donner un maximum de travail. Vous devez accepter un risque bien sûr mesuré, qui est que le travail que vous ne faites pas, il sera forcément moins bien fait que vous espériez parce que derrière, vous ne l'avez pas traité. Mais il faut accepter ce risque pour pouvoir grandir et pour pouvoir vous libérer du temps. Ça, c'est extrêmement important. Les façons de manager, elles doivent être faites de façon extrêmement large aussi. C'est-à-dire que vous ne devez pas utiliser un stagiaire pour faire du micromanagement. Moi, des fois, je m'accompagne, elle est en stage fille, elle n'est pas managée de la journée, et à 18h30, on lui envoie un mail en lui disant t'es dispo, j'ai une recherche. Ça s'appelle du micromanagement. Le micromanagement, finalement, c'est la meilleure métaphore pour l'illustrer, en tout cas la meilleure illustration. C'est la petite sonnette, vous savez, qu'on a sur les bars à l'hôtel là, pour pouvoir réserver sa chambre. En fait, vous allez taper, ça va faire un son et quelqu'un va arriver pour traiter votre demande. En fait, c'est ça le micromanagement. On ne donne pas de tâches de fond et de tâches sur le long terme, mais on appelle uniquement la personne lorsqu'on a besoin d'elle. Ça, c'est pas du management. Ça, c'est tout sauf du management, c'est tout sauf intuitif. Vous n'allez pas laisser la possibilité de se responsabiliser à la personne qui est en face de vous. Elle va avoir l'impression d'être inutile au possible. Et derrière vous allez l'utiliser de façon éparse et vous n'apprendrez pas non plus à manager. Ce qui est nécessaire de faire, c'est de pouvoir donner les éléments de compréhension au stagiaire, au junior, peu importe, pour lui expliquer pourquoi il fait ça. Avoir toujours une démarche pédagogique. Lui expliquer ce qu'il va devoir concrètement rendre comme travail et lui expliquer à quelle échéance il doit le faire. Et faire un point avec lui à la fin de chaque truc pour voir ce qu'il a pu apprendre, ce qu'il a pu en retirer, ce qui lui a posé des difficultés. Et demandez-lui aussi des questions par rapport à vous. Est-ce que tu penses que je t'ai donné les bonnes informations? Est-ce que tu aurais préféré que je te les écrive par mail sur 3 bullet points pour t'expliquer? Est-ce que tu aurais préféré un call pour que je t'explique? Est-ce que tu aurais eu besoin d'avoir plus d'informations? Comment est-ce que tu aurais voulu que j'échange avec toi pendant le travail qu'on a fourni ensemble? En ayant cette démarche, je ne sais pas si vous l'avez, j'espère que c'est le cas. Si vous ne l'avez pas, essayez de la mettre en place assez rapidement. Vous aurez derrière un recul qui va être très, très pertinent en fait pour la suite. C'est que vous aurez déjà donné à des gens l'opportunité de briller. Vous aurez donné du sens à leurs tâches. Et en plus, vous aurez dégagé du temps, vous, pour être plus pertinent sur d'autres activités. Ça sera très, très dur dans un premier temps, parce que pendant les 2, 3, 4, 5 premiers mois, vous allez douter, vous allez reprendre le travail, vous allez passer beaucoup de temps, etc. Mais une fois que le process sera huilé, vous n'aurez plus de difficultés. Et cette peur qui existait, elle va diminuer et vous pourrez concentrer votre esprit pardon, non pas sur ce qui est en dessous de vous, mais sur ce qui est au-dessus. Et ça, c'est extrêmement important pour vous permettre d'avoir un bon cursus d'association. Donc, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ai déjà pris pas mal de temps. Donc, si je fais un petit récapitulatif, il est nécessaire que, on puisse commencer à travailler sa technique, mais pas uniquement en attendant les dossiers, en ayant des démarches actives qui soient faites sur le fait de pouvoir développer sa clientèle perso pour vraiment marcher sans filet. Avoir des mentors qui soient à proximité pour vous aider à traiter le technique s'il y a des problématiques, mais en tout cas rester en présence. Deux, la deuxième possibilité, ou en tout cas la deuxième obligation, je sais pas si c'est une obligation, mais en tout cas ce que je vous recommande de faire, c'est la création ou l'intégration de réseaux pour déjà avoir des données par rapport au secteur d'activité, des données par rapport à vos confrères, à vos consoeurs, et en tout cas nouer des liens avec eux, parce que très honnêtement, nous, si on a réussi, en tout cas si on a un début de réussite avec Anomia, c'est uniquement grâce à l'humain et aux relations personnelles qu'on a pu nouer, pardon. On fonctionne beaucoup, beaucoup à l'humain et je pense que ça vous apportera énormément. Tant en termes d'apprentissage que de retour d'expérience, que d'évolution, c'est pour moi quelque chose de primordial. C'est une fois de plus des banalités, mais je le pense sincèrement, donc je vous le partage. La troisième chose, c'est le positionnement qui doit être progressif.
On n'attend pas la même chose d'un collaborateur première année qu'un collaborateur huitième année. Il doit pouvoir montrer à son associé qu'il a évolué, il doit montrer aux autres départements qu'il a évolué et sa position vis-à-vis de l'extérieur doit aussi changer en tant que collaborateur. La quatrième sauge, c'est développer sa clientèle personnelle et développer l'apport de clientèle qu'il va pouvoir faire au sein du cabinet d'avocat. Négocier à chaque fois avec votre associé le fait qu'il doit avoir des modalités claires d'apport d'affaires. Si ce n'est pas le cas, appelez-nous, on appellera vos cabinets pour les mettre en place. En tout cas, on espère. Et la cinquième chose, c'est la possibilité de déléguer un maximum de travail, d'apprendre à manager. Regarder des vidéos, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des bouquins de management qui sont sortis. Là, j'ai un bouquin d'Alain Bensoussan qui fait 1200 pages, qui est encore écrit en franc, mais il a toute une partie sur le management. Alors, tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas applicable aujourd'hui. Il y a une façon de manager qui est très particulière. Mais en tout cas, vous aurez déjà des esquisses de ce qui peut exister en termes de management. Et derrière, entraînez-vous sur le terrain. Prenez des feedbacks des stagiaires et des juniors avec lesquels vous travaillez. Prenez des feedbacks également de collaborateurs de votre niveau et des collaborateurs au-dessus pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce que vous voudriez faire, ce que vous ne voudriez pas faire, et posez-vous les bonnes questions. Je vais prendre vos questions si vous en avez, donc je suis désolé, je vais m'approcher. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné en tout cas un minimum de valeur et que vous n'allez pas vous dire finalement j'ai perdu une heure de mon temps, c'est l'enfer. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, et peut-être écouter des associés qui témoignent sur ces questions-là. Anne-Sophie Nourri, qu'on a publié lundi en podcast, en parle des modalités d'association au sein de Wild Gotchal. D'autres avocats en parlent, notamment Nicolas Jean pour Gide, Anna Dias également pour Gide. Julie Pasternak, qui est devenue associée chez Darrois, en parle également au sein de son podcast. Julia Minkowski, associée chez Tenim, en parle également. Donc, on n'a pas tous les cabinets d'avocats et désolé, on aimerait pouvoir vous donner des informations sur tous. On travaille avec d'autres cabinets, mais là, du coup, c'est un peu plus secret, donc on ne peut pas vous en parler. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous informer, à contacter les avocats. Je suis persuadé et même convaincu qu'ils se feront un plaisir de vous répondre et de satisfaire toutes vos interrogations. Alors, je vais regarder les questions s'il y en a. Valentin, c'était très bien, merci. Mais je dois filer. Ok, ça marche. Bonne journée, Romain. J'espère que c'est t'a plu. En tout cas, si personne n'a de questions, du coup, je vais vous laisser. Si vous en avez a posteriori et que vous voulez en poser, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur les LinkedIn, soit sur notre site internet. Je vais vous donner notre adresse en contact avec grand plaisir, pour que vous puissiez nous envoyer un mail si besoin. Hop, contact@anomia.fr. Et on publiera de la littérature sur le sujet si ça peut vous intéresser. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre présence ce soir et je vous dis à très vite.